accomplir son rêve. Mais ça me rend fou qu'il pense que Kid est mort. Oh, c'est pas il pense que Kid est mort, il est persuadé. Avec certitude qu'il est mort. Débat entre épéistes et pas épéistes. Est-ce que tous ceux qui utilisent une épée, c'est des épéistes? Ou est-ce que les vrais épéistes, c'est ceux qui manient l'art du sabre? Enfin, l'art. Ok, on va passer à Zoro maintenant, évidemment. Et après, sûrement Luffy pour terminer ça. なってやろうじゃねえか。地獄の王に Zoro contre King est l'un des combats les plus importants de Nigashima, car les deux représentent un ultime rempart avant le capitaine. Et si Zoro gagne, il aura un aperçu de Luffy en tant que roi des pirates. Robin est devenu ce qu'elle redoutait, un démon. Sanji est devenu ce qu'il redoutait, un guerrier de la science. Zoro est devenu ce qu'il redoutait, un homme qui remet en doute sa voie d'épéiste. Un homme qui remet en doute ce à quoi il a voué sa vie. Le développement de Zoro se portera donc sur le fait de devenir le meilleur épéiste au monde, sur sa voie de l'épée et ses promesses. Le combat démarre fort quand King donne un coup de poing. King, que l'on croyait épéiste, dévoile qu'il n'en est pas un. King est en réalité une machine à tuer. L'auteur remet alors en évidence une vérité qu'il faut garder en tête. Le monde de One Piece est un autre monde, avec ses... D'ailleurs, les gars, ouais, débat entre épéistes et pas épéistes. Est-ce que tous ceux qui utilisent une épée, c'est des épéistes? Ou est-ce que les vrais épéistes, c'est ceux qui manient l'art du sabre? Enfin, l'art. Ouais, l'art du sabre, je m'arrête là. Et d'ailleurs, moi j'ai la réponse, je vous la donnerai tout à l'heure. propres règles élémentaires, règles de langage, humaines, physiques, etc. On est sur Alabasta, quand Zoro combat Mr. One. À un moment, Das Bones dira « Tu ferais mieux de ne pas me confondre avec un simple épéiste ». Zoro répliqua et dira « Si tu n'es pas sabreur, qu'est-ce que t'es ? Une foreuse ?» Zoro agit comme un homme qui ignore la réalité. Il ne se base que sur ce qu'il pense. Il n'a pas un esprit ouvert. Un homme qui combat avec des lames est forcément un épéiste. Mais c'est faux. Et on comprend pourquoi Mihawk dit à Zoro qu'il n'est qu'une grenouille coincée dans son puits. Celle qui n'a jamais connu la haute mer. Dans le monde, toute personne qui combat avec quelque chose de tranchant n'est pas forcément épéiste. Et Das Bones dira bien « Je ne suis pas sabreur. Je suis un tueur. » Et c'est là que l'on comprend qu'un sabreur, c'est une voie différente. Un tueur utilise tous les moyens pour combattre. Pas un sabreur. On retourne donc sur Nigashima, quand King a mis un coup de poing, Zoro qui a évolué a compris. Tout comme Mr. One qui n'est pas épéiste mais une machine à tuer, King est également comme ça. Toutefois, le plus intéressant vient juste après. King lui dira « As-tu besoin d'une école ou d'un style pour combattre ?» Et contre toute attente, Zoro répond « Non, tu as raison. Fais comme tu le sens. Qui sait, à la fin de tout ça, peut-être bien que je vais te déchirer la gorge avec mes dents. Je ferai tout pour m'assurer la victoire. » Et cette phrase est importante car un sabreur n'est pas censé tout faire, tout utiliser pour s'assurer une victoire. Un épéiste ne doit compter que sur son maniement de l'épée. Zoro a certes l'ambition de devenir le meilleur épéiste au monde, mais Zoro a trouvé une motivation plus forte que son ambition. Il le dit, si pour gagner, si pour faire de Luffy le roi des pirates, il faut que je dévide ma voix, que je t'arrache la gorge avec mes dents, je le ferai sans hésiter. Je deviendrai donc comme toi, une machine à tuer. Ça peut paraître impossible. Du coup, ouais, pour répondre à ce qu'elle a dit, effectivement, pour moi, épéiste et juste utiliser un sabre, c'est pas du tout la même chose pour deux raisons. La première raison, c'est que Zoro, tout au début de l'histoire, c'est-à-dire au début du manga, on doit être dans les 20, moins de 20 épisodes, peut-être un peu plus, 20-25 épisodes, max. Zoro dit un truc très clair et net, c'est que il faut pas confondre une personne qui utilise trois sabres et quelqu'un qui maîtrise la technique à trois sabres. Ou qui vient de l'école enfin la technique de l'école des trois sabres. Tu vois. Il dit ça. Et du coup, ça met directement la différence entre quelqu'un qui utilise un sabre et quelqu'un qui utilise une épée. Ensuite, la deuxième, c'est la plus drôle, c'est quand Luffy utilise son sabre, plutôt le sabre de le Kitetsu là. Je sais pas si... Oui, il me semble que c'est un Kitetsu. Quand Luffy utilise le Kitetsu, est-ce qu'il est épéiste? C'est ça le délire. C'est si quelqu'un utilise l'épée, est-ce qu'il est épéiste juste du moment qu'il utilise le sabre? Et Luffy, on le voit très bien. Il sait même pas utiliser un sabre, il met des patates avec ça. C'est un des meilleurs moments. Et pour moi, juste utiliser un sabre, ça veut pas juste dire être épéiste. Pour moi, c'est manier le sabre tel un sabreur, tu vois. Avoir une dignité, utiliser uniquement le sabre pour trancher. D'ailleurs, on l'a vu au début du manga aussi contre Das Bones. Un sabreur choisit ou choisit de trancher ou de ne pas trancher. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'école des sabreurs, des épéistes. Et si on compare avec King,
pour moi, pourquoi King n'est pas un épéiste? Parce que si King, tu lui enlèves son épée, est-ce qu'il est toujours meilleur combattant? Est-ce qu'il est au même level que si tu lui laisses son épée? Et c'est ça qui est pour moi important. C'est le fait que si tu enlèves l'épée de King, pour moi, il peut combattre de manière totalement normale et tout. Il met pas toute sa force dans son épée. Alors que Zoro, lui, il met toute sa force dans son épée. Et pour lui, son épée, c'est comme le prolongement de son membre. Et il le dit plusieurs fois. Alors, donc, dans ce cas, si utiliser un sabre, c'est être épéiste, Barbe Blanche est épéiste, Roger est épéiste. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que par rapport à ça, il y a Oda qui a dit que le meilleur épéiste de tous les temps, même. Enfin, je sais pas si c'est de tous les temps, mais il avait dit. En tout cas, un épéiste. Et le meilleur épéiste, c'est Mihawk. Et qu'il est devant Roger et tous les autres personnes. Et du coup, juste ça, ça prouve qu'il y a une différence entre épéiste et puissance. Parce que sinon, Roger, ça voudrait dire qu'il ne serait pas très fort. Ce qui est impossible. Et si Mihawk est le meilleur sabreur du monde, il est plus fort que les empereurs. Ok, ouais. Donc t'as capté. Mais comprenez bien que c'est clairement dans le développement des Mugiwara et de Zoro, car à l'origine, n'oublions pas qu'il était chasseur de pirates. Il est donc passé de chasseur de pirates à pirate. Il est passé du coq à l'âne, ça n'a rien à voir. Il devient ce qu'il chassait. Un peu comme Mio qui était chasseur de marine et qui est plus tard devenu allié de la marine. Donc, en quelque sorte, un soldat de la marine. Comme le disent Das Bones et Crocodile. Le power-up de Sanji était causé par le Red Suite, puis par l'éveil de ses gènes. Zoro a quant à lui un power-up avec Enma et l'éveil de son Haki des rois. On a un récapitulatif des épées de Zoro. Le Sandai Kitetsu qui est une épée maudite qui caractérise Zoro pour le côté démoniaque. Le Wado Ishimonji qui est forgé par Shimotsuki Kozaburo et qui est en lien avec Kuina. Puis on a un rappel de la promesse de Zoro à Kuina. Il veut devenir le meilleur épéiste au monde pour que son nom résonne au paradis. Et enfin Enma, l'épée et chef-d'œuvre de Shimotsuki Kozaburo. Zoro a pu stabiliser son haki avec, et il a pu utiliser son haki des rois sur les autres épées. Tu as donc l'ambition d'être un roi. C'est ce que King dit à Zoro, après avoir vu son revêtement de haki des rois. Zoro répond alors, exactement. Je dois tenir une promesse faite à mon capitaine et à ma meilleure amie. La promesse faite à Kuina concerne le fait de devenir le meilleur épéiste au monde. La deuxième promesse faite à Luffy, c'est de ne plus jamais perdre un seul combat. Et c'est là que l'on comprend que la deuxième promesse est plus importante. Comme le dit Mihawk. Car pour la tenir, il est prêt à sortir de la voie du sabre. Et cette promesse est liée au fait de faire de Luffy le roi des pirates. On part donc à la fin du combat Zoro contre King, et on peut voir un flashback de King et Kaido. Dans le flashback, Kaido dira « Tu penses que je suis Joy Boy, King ?» Et King répondra « Je te demande juste de continuer à être le plus fort. Et en ce qui me concerne, je ne perdrai aucun combat. Je ferai de toi le roi des pirates. » Et ensuite, on a un flashback avec Zoro qui crie « Je fais le serment de ne plus jamais perdre un seul combat. Quelque chose à redire, roi des pirates. » Il ne peut y avoir qu'un seul roi des pirates. Il ne peut y avoir qu'un seul second du roi des pirates. King pensait que Kaido était Joy Boy. Luffy, lui, est Joy Boy. King a dit qu'il ne perdra pas. Zoro l'a battu, et c'est lui qui ne perdra pas. King voulait faire de Kaido le roi des pirates. Zoro fera de Luffy le roi des pirates. King voulait être le roi des enfers. Zoro deviendra le roi des enfers. Le titre roi des enfers est directement lié à la promesse. Tu veux donc être un roi? Oui, le roi des enfers. Le roi des enfers est l'ombre du roi des pirates. C'est comme le roi des ténèbres et le roi des pirates. Une fois qu'on aura gagné la bataille, on aura un aperçu de Luffy en tant que roi des pirates. L'objectif premier de Zoro est de faire de Luffy le roi des pirates. Et à la fin du combat, Zoro dira « Je vais moi aussi devenir le roi des enfers ». Le roi des enfers qui est donc le second du roi des pirates. Rayleigh est le Meiho, roi des ténèbres. Zoro veut devenir le Jigoku no Ho, roi des enfers. Meiho s'écrit comme ça en japonais. Toutefois, il y a une autre signification. Pluton. Pluton qui est le roi des enfers. Tout comme Robin qui est devenu un démon pour Luffy, Sanji qui devient un guerrier de la science pour Luffy, Zoro deviendra le roi des enfers pour Luffy. Et il y a autre chose qui est assez intéressant. King dit à Zoro, tu es biologiquement incapable de me vaincre. Et Zoro dira, il n'y a rien que je déteste plus comme excuse. Ce dialogue fait directement écho à Kuina et Zoro. Kuina qui a dit à Zoro qu'à l'âge adulte, un homme devient forcément plus fort qu'une femme. Ce qui énervait Zoro qui lui a dit que l'attitude est déloyale. Et qu'il répétera le même refrain le jour où Zoro la battra. Pour lui, il n'est pas question de talent. Et Zoro a raison car 3 femmes le prouvent. Bo Hancock est une Shibukai. C'est une femme, pourtant c'est l'égal de Kuma ou encore de Flamingo. Smoothie est une commandante Jonko, au même titre que Marco, Jose, Queen, Kuzan, etc. Et enfin, Big Mom est une femme. C'est l'égal de Kaido, elle l'a combattu toute la nuit, le sourire aux lèvres. Zoro lui dit donc aucune excuse. Quand on veut, on peut. Qui que tu sois, tu peux y arriver. Et Kuina lui dira qu'il a raison. Le combat Zoro contre King est donc une rétrospective du Zoro d'il y a 13 ans. Tout comme le combat Sanji contre Queen pour le Sanji d'il y a 13 ans. C'est une rétrospective de son histoire, son futur, ses sabres, son ambition, ses promesses, sa motivation. Le combat se conclut alors avec une technique qui se nomme Ipyaku Sanjo Iryu Jigoku.
L'adaptation de Monster de Eiichiro Oda a été annoncée en animé. Et Monster est une histoire que l'auteur a Là, écrite c'est marrant. en 1994, bien avant l'apparition de One Piece. Parce que du coup, il dit ça pile poil le jour de sa sortie, tu vois. Enfin, vu que nous, on a regardé sa vidéo pile poil, bah nous, on regardera ça. Ce soir, je pense que je vais regarder et je vous donnerai mon avis, mais je sais très bien. C'est vrai que Zoro, c'est un des meilleurs persos de One Piece, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Et, et ouais, c'est vrai que là, la théorie a été vraiment bien. Enfin, je dirais pas la théorie, parce que là, c'est plus une analyse que la théorie. Mais franchement, c'était pas mal. Là, on va arriver à la dernière partie du manga. Je sais pas, c'est quoi qui vibre. Ouais, on va arriver à la dernière partie, pas du manga, mais plutôt de l'analyse de One Piece. Enfin, de la vidéo, là, par rapport au pic de Luffy. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire par rapport à Luffy. Piece, qui met en lumière Ryuma, un samouraï qui vagabonde. Pour le nom de l'anime, l'auteur a choisi Monster, Ipyaku Sanjo et Ryuji Goku, le même nom que la technique de Zoro. Et en plus de ça, en technique finale, King a envoyé un dragon. Et Ryuma a battu un dragon. Ryuma dira à Flar, un personnage de Monster, que la réputation n'est pas importante dans un combat. Ce qui importe, c'est ce que l'on protège. Ce qui fait écho à Zoro qui se fiche désormais de changer de voix. Sanji qui se fiche désormais de devenir un guerrier de la science. Ou Robin qui se fiche désormais devenir un démon. Koshiro a appris à Zoro que la plus puissante des lames est celle qui a le pouvoir de protéger ce qui doit être protégé, et de trancher ce qui doit être tranché. Le plus important, c'est la volonté de protéger. Koshiro, qui est un Shimotsuki, tout comme Ryuma Shimotsuki, a la même philosophie que lui. Voilà ce qu'est la philosophie des Shimotsuki. À la fin de Monster, on apprend que Ryuma était surnommé le roi. Ce surnom lui a été attribué par ceux qui l'a sauvé. Et comment est-ce qu'on traduit roi en anglais? King. Zoro a donc rendu la lame Shusua Wano Kuni et il a battu le roi et son dragon. Zoro est le fier descendant de Ryuma Shimotsuki et il deviendra le roi des enfers. MDR. T'es un pirate de l'Euro Jackson, mais tu fais même pas partie de la flotte, toi. Toi, t'es les randoms, toi. T'es les randoms. Toi, tu peux pas parler au capitaine. Genre, t'es là, t'es en mode. Juste, tu discutes, tu vois. Tu discutes au loin, t'es dans les flashbacks, toi, peut-être. Kid et Law est un gros combat coopératif de l'arc. Il aura fallu 2 pirates pour en vaincre une. Kid, qui ne fait confiance qu'à Killer, son partenaire, et qui avait comme proie Big Mom, a dû s'allier avec Trafalgar Law. Pour comprendre l'importance du combat, il faut comprendre qui est Kid. Et surtout, quel est le rêve de Kid. Ou plutôt, ses rêves. Car il en a 2. Le premier est trouver le One Piece. Il a dit à Luffy et Law, c'est lui qui trouvera le trésor. Kid dira que tous ceux qui l'ont croisé et qui ont pris connaissance de son rêve se sont moqués de lui. Mais Kid n'a jamais abandonné. Toutefois, et c'est important, Kid a un autre rêve, battre un Yonko. C'est Hawkins qui nous l'apprend. Kid combat actuellement Big Mom. Réussira-t-il à accomplir son rêve, celui d'abattre un Yonko? Même quand Kid était face à Big Mom et que Hawkins le frappe avec son pouvoir, il dira « J'ai finalement pu atteindre les Yonko. Quelle aura été ma vie de pirate si je meurs maintenant ?» Kid démontre alors que sa vie de pirate aura un sens s'il fait tomber Big Mom. Et on comprend pourquoi est-ce que Shanks a pu l'éradiquer. Car en réalité, son objectif a été atteint. Contrairement à Law qui lui a pu s'échapper, car il n'a pas atteint son nouveau but. Car oui, Law a un nouvel objectif, la signification du dit dans son nom. Law n'a donc pas eu le rôle principal dans le combat, même si comme Kid il a tout donné, même si comme Kid il a fait très mal. Mais Law a surtout eu un rôle de support, un rôle de soutien. Il couvrait Kid pour qu'il puisse attaquer avec son punk Clash, ou encore quand il coupe le misery de Big Mom et qu'il coupe sa parole pour qu'elle ne parle pas. C'est Kid qui assène le coup final, car son développement s'achève avec le coup. Kid a par ailleurs évolué durant le combat. Il a ravalé sa fierté et a combattu avec Law en 2 contre 1. Kid n'aurait jamais pu gagner seul. Il a accepté et ça a porté ses fruits. Ce combat est donc la conclusion de Kid qui a réussi à accomplir son rêve. Mais ça me rend fou qu'il pense que Kid est mort. Oh, c'est pas il pense que Kid est mort, il est persuadé. Avec certitude qu'il est mort. Moi, je me dis quand même que le développement de Kid, il aura pas été ultimement nécessaire, tu vois, s'il est vraiment mort. En vrai, là, il aurait gâché un personnage juste comme ça, juste pour mourir face à Shanks. Surtout quand on sait que Shanks, il est fort. Il n'y avait pas besoin qu'il meure face à Shanks. Moi, je pense pas qu'il soit mort. Kid, il est mort. Mais non, bah, du coup, je pense pas, frère. Il y a aucune chose qui dit qu'il est réellement mort. On sait que son équipage a été éradiqué. Mais scénaristiquement... Après, oui, il y a aussi aucune chose qui dit qu'il est vivant, c'est vrai. On peut le prendre dans les deux sens. Mais je me demande quand même ce qui le rassure dans dire que Kid est mort. Je vois pas l'intérêt. Pour moi, ouais, je dis pas qu'il est mort, mais je dis pas qu'il est vivant non plus, tu vois. Je suis pas persuadé qu'il est vivant. Mais juste, je suis choqué du fait qu'ils disent qu'il est persuadé qu'il est mort.
Il y a une chance qu'il est mort, mais il y a une chance qu'il est mis vivant. Comme on l'a dit, les supernovas, on a l'impression qu'ils n'ont pas eu de rôle précis pour l'instant. Du coup, le faire mourir là maintenant, face à Shanks en plus. En plus, Shanks, il n'y avait aucun débat, tu vois. Le fait qu'il soit mort comme ça derrière, là, moi, je trouve ça dommage. On verra bien de toute façon.